À de Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, j'insiste. L'émission Aracaille du 24 septembre 2024, consacrée pour sa partie artistique à une exposition. Voilà, donc on va faire un retour sur cette exposition Encre qui rassemble 4 graveuses, Alice Amoroso, Marie-Christine Becquet, Juliette Planck et Sophie Villoutrex-Brageux. C'est une exposition qu'on peut voir à la Vache Bleue, 25 quai de l'Oise à Paris 19e, au bord du canal de l'Ourcq. Et donc là, on va représenter, j'ai interviewé les représentants de la Vache Bleue et chacune des artistes. Et là, je vais diffuser comment chacune parle de son travail. Alors, c'est un lieu qui était vivant, donc on va pouvoir des fois entendre des bruits de fond derrière. À un moment, il y a des enfants. Voilà, c'est un lieu qui vit. Donc, place à Marie-Clémentine Marès et Santiago pour commencer, qui vont déjà présenter la Vache Bleue. Ensuite, derrière, c'est Sophie Villoutrex-Brageux qui va parler de son travail. Je suis à la Vache Bleue. La Vache Bleue, un lieu magique, poétique, en plein cœur du bassin de la Villette. Et Aracaille est accueilli par ce lieu grâce à Marie-Clémentine Marès et Santiago. Ouais. Et voilà, j'aimerais bien que vous présentiez un peu ce lieu que nous ne connaissions pas et on est complètement tombé amoureux du site, quoi. Associé à tous les membres de la Vache Bleue, puisqu'en fait tous ces lieux sont entretenus quand même par l'ensemble des membres. Donc vous n'êtes pas reçu par 2 personnes, vous êtes reçu par toute l'association. Par un collectif. Voilà. La Vache Bleue, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 1995, c'est ça? Ouais, voilà. C'est par là. Et qui a pour vocation d'avoir des ateliers d'artistes et d'accueillir des expositions. Expositions, concerts, performances. On fait aussi de ciné. Des projections au cinéma. Des films d'auteur. Des films d'auteur. Donc ce sont des petits, en général, ce sont des courts-métrages. Et c'est une fois par mois, et donc c'est tenu par un petit groupe associatif qui s'occupe de cette partie-là, précisément. Et il y a des artistes, effectivement, en plus qui résident, j'ai vu qu'il y avait un local pour répéter, pour faire de la musique. Là, nous, on a pu profiter de 2 belles salles d'exposition, parce qu'on peut préciser qu'on est sous la petite ceinture, dans des salles voûtées, donc avec un caractère fort de... Oui, qui ne sont pas d'ailleurs sans problème, parce qu'on lutte... contre l'humidité. Contre l'humidité, le froid, voilà, qui dit humidité dit moisissure aussi, et ça demande beaucoup de s'atteler à ces problèmes-là quand on est amené à y travailler et à laisser notre travail à l'intérieur de ces voûtes. Voilà, et donc on trouve les solutions un petit peu au fur et à mesure, on apprend à cohabiter avec l'humidité, on apprend à travailler dans le froid, on apprend toutes sortes de petits gestes de résistance, on va dire. Des astuces pour s'échauffer. Ouais. Parce que toi, Marie-Clémentine, je sais que tu fais de la gravure, on a parlé de toi déjà dans l'émission, que ton atelier est justement à la Vache Bleue. Et toi, Santiago, tu es artiste aussi? Moi, je fais peinture et sculpture, fil de fer. J'ai 3 de fil de fer, je fais des sombres portées avec. Et puis, je suis musicien aussi. D'accord. Et donc, tu travailles ici aussi? Oui, j'ai mon atelier juste là à côté. Notre lieu, il est vivant par on va dire plein d'aspects, parce qu'il y a des sensibilités réunies qui ont chacun, qui font vivre chacun, on va dire, leur passion ou leur sujet de façon particulière. Donc, il y a une voûte dédiée à la poésie, et donc là, on a Jorge Torres et Jorge Galvez qui s'occupent on va dire, de valoriser toute la littérature latino-américaine et qui organisent des rencontres poétiques en langue espagnole, mais avec le souci de la traduction de temps à autre. Voilà, donc c'est très mouvant. C'est fréquenté par beaucoup de nationalités différentes, mais avec l'attrait de la poésie, du texte et l'idée de rendre vivant par les rencontres, justement. Ils font aussi des petits interviews,
c'est vraiment l'occasion de parler des auteurs. Et puis donc on a la voûte de concert, mais qui est aussi un lieu de travail pour 2 musiciens. Boubacar, qui est luthier africain, sénégalais, qui fabrique ses instruments, les kora notamment, et kora, percussion. Et puis on a Santiago Camilo Torres qui lui a un groupe aussi, donc un autre groupe, plus de musique latino-américaine. Plus branché vers la Colombie, d'après ce que j'ai compris, et vers la musique traditionnelle colombienne. Et puis il y a des groupes de temps à autre qui passent par cette voûte pour organiser des concerts, mais c'est voilà, dans des conditions qui sont les nôtres, à savoir avec une sorte d'intimité, puisqu'on n'a pas des espaces très grands. Donc, la voûte musique accueille du public, mais c'est toujours un tout petit comité, et de façon très intimiste et assez exceptionnelle du coup, parce qu'on est vraiment, on est plongé, il y a une sorte d'immersion dans l'univers des musiciens qui présentent donc leur... Du coup plutôt en acoustique. En acoustique, tout est en acoustique ici. Ça c'est la condition. Ouais. Et puis dans la route en musique aussi, il y a des groupes extérieurs qui peuvent venir répéter, faire office de studio aussi pour certains groupes de musique de n'importe quel genre. Et ça c'est précieux, d'avoir des lieux de répétition. Quand on est comme dans Paris, effectivement, c'est toujours... Parce qu'en fait, on peut préciser que vous avez des conditions d'accueil qui sont assez exceptionnelles quand même. Alors c'est un choix au départ, effectivement. C'est que notre lieu qui est complètement atypique puisse être une alternative à tous les lieux absolument hors de prix qui sont malheureusement on va dire, qui sont maintenant sur la scène artistique parisienne. Un artiste qui veut exposer n'a plus des conditions acceptables d'exposition. Donc soit on est pris en galerie et on sait très bien que c'est un pourcentage absolument minimum qui peut exposer en galerie, soit il faut trouver des lieux un peu alternatifs, et il y a beaucoup de lieux qui font payer. Nous, on a fait le choix de demander aux artistes de verser une adhésion et de s'engager à être complètement autogérés dans leur accrochage et tout au long de leur exposition. Donc ils sont responsables... Voilà, c'est eux qui s'organisent en collectif déjà, parce qu'il y a quand même l'idée de se mettre en collectif pour occuper 2 salles d'exposition. L'idée est qu'eux réfléchissent à leur scénographie et fassent eux-mêmes le travail d'accrochage et soient entièrement autonomes sur la façon dont ils vont faire vivre la Vache Bleue et pour leur travail et vis-à-vis du public. Et nous, on est très heureux que cette association puisse vivre aussi dans d'autres mains quand on accueille des artistes, parce que c'est eux qui vont s'occuper de leur public tout simplement. Et c'est eux qui vont du coup être vecteurs et qui vont parler de la Vache Bleue et de leur expérience d'accueil. Et puis j'ai envie de dire, voilà, c'est ce qui fait aussi décoller. Les artistes ont besoin de ces lieux d'exposition et il y a toujours un juste retour, je trouve, de la part des artistes qui sont très heureux de ces conditions d'exposition. Il y a des ventes aussi, donc nous on ne prend aucun pourcentage de vente, ça aussi c'est notre philosophie. On peut le préciser. On le précise, mais parce qu'on n'est pas une galerie, voilà, on n'est pas une galerie, nous sommes des espaces d'exposition et on estime que les artistes sont complètement en autogestion du début jusqu'à la fin. Et pour nous c'est vraiment important parce que c'est une alternative forte face à tout ce marché de l'art et à toute cette capitalisation de l'économie aujourd'hui, dans laquelle les artistes ne s'en sortent plus d'ailleurs, parce que il n'y a pas de... Il faudrait multiplier les lieux comme ça et c'est déjà fantastique que ce lieu existe. Et vous avez aussi un rôle dans le quartier, vous avez des gens qui viennent régulièrement Ouais, on a tissé déjà des liens avec les voisinages, puis aussi avec des autres associations du quartier. Puis voilà, on est allé aussi au conseil des quartiers pour tisser des liens avec les quartiers, faire partie de la vie culturelle. En fait, c'est la ville de Paris qui est propriétaire des locaux. Non, c'est la SNCF qui est propriétaire. SNCF, et on espère avoir toujours le soutien de la mairie. Les élus connaissent notre travail parce que
parce qu'ils sont au courant en fait des expositions régulières, on les invite régulièrement à nos événements, donc ils savent l'esprit dans lequel on ouvre nos portes. Et là-dessus, c'est incontestable, on fait office un petit peu de petit centre d'exposition de quartier local, et on a beaucoup de visites de nos voisins. On n'est pas connu de tous parce qu'on reste quand même un peu enclavé, et c'est vrai que comme on est ouvert que quand il y a des événements, c'est souvent que la porte est un peu fermée et qu'il y a des questionnements vis-à-vis de ce lieu, etc. Voilà, il y a des classes aussi qui viennent nous voir une fois de temps en temps, il y a des enseignants qui nous demandent s'ils peuvent venir visiter les lieux. Et notre idée, c'est de créer justement des partenariats qui sont valorisants pour notre association, qui ne sont pas trop chronophages aussi sur notre temps, parce que ce qu'on n'a pas dit avec Santiago, c'est que c'est notre temps d'artiste qui est entièrement bénévole, qui est au profit de l'association et des autres artistes qui viennent exposer. Donc c'est vrai que ça demande pour nous une disponibilité que l'on choisit pour le moment, mais on ne sait pas, jusqu'à quand pourra durer cette disponibilité. Parce que les conditions de vie aujourd'hui, pour arriver à vivre dans Paris avec un atelier, c'est très compliqué. Ouais. Et vous avez un peu des subventions ou des aides? Non. On n'a pas fait... Ce qui vous laisse complètement autonome de faire ce que vous voulez comme vous voulez. Une indépendance totale. Alors, on est complètement indépendant, c'est vrai, mais du coup, nous sommes soumis, on va dire, à notre autofinance qui est assez maigre, qui repose sur nos cotisations mensuelles, pour le moment, et sur les adhésions des artistes. Et tous ceux qui ont envie de faire des dons, bien évidemment, parce qu'on est toujours très heureux. Il y a une façon facile, c'est de cliquer sur Hello Asso sur Google, Hello Asso Lavage Bleu, et on tombe sur la plateforme d'Hello Asso, et ça permet, si on a envie de faire un don ou d'adhérer à l'association, c'est tout à fait possible de le faire en ligne. Ça, c'est le grand changement de cette année. C'est très bien de préciser, justement, que nous, on peut laisser le lien aussi sur notre site, tu vois. Oui, ça avec plaisir. D'autant que l'argent qui est collecté par les adhésions et par les dons nous permettent de faire des améliorations. Là, on va avoir toutes les palissades à refaire. Et donc ça, c'est assez musclé. On a un énorme élagage à faire aussi. Et ça, je pense qu'on va devoir louer du matériel parce que ça nous emmène quand même à grimper. Il faut appeler les écureuils de la 69 maintenant qu'ils sont plus là-bas. Ouais. Voilà, donc et comme disait Santiago, effectivement, on a toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête, parce qu'on est en bail précaire et que cette précarité-là ne nous permet pas de nous projeter énormément dans l'avenir. Merci de faire vivre ce lieu, de soutenir quand même aussi fort les artistes. Puis merci de nous avoir accueillis. Et merci. puis bon, très important, pour tous les gens qui vont écouter cette émission. Et si jamais ils sont intéressés de venir à découvrir cet endroit qui est assez magique, parce que dès qu'on traverse les portails, s'il y a Lavage Bleu, ça devient complètement une planète, une espèce d'immense campagne qui est plantée en plein milieu de Paris. C'est très magique, très agréable, très fleuri. C'est ça. Mais on annonce toutes nos activités sur Instagram, Lavage Bleu Paris, et sur Facebook. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Racaille. Bonjour Sophie, on est à Lavage Bleu, et je dois dire que cette exposition, si elle a lieu, c'est quand même en partie grâce à toi qui connais Marie-Clémentine et qui a eu envie de réunir autour d'Aracaille des artistes qui leur étaient chers. Et vraiment, on est très très content d'avoir ces rencontres. Je pense que c'est aussi important pour toi. Je sens que le fait de se faire rencontrer les gens, de mélanger, c'est quelque chose qui t'est cher. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très important pour moi. Et ça faisait longtemps que je souhaitais exposer à Lavage Bleu, mais je n'avais pas encore trouvé le projet qui correspondait pour moi au lieu. Et j'avais envie d'une proposition un peu forte, un peu avec de la personnalité. Et j'ai trouvé que exposer sous l'égide d'Aracaille, c'était exactement ça. Et en plus, on a fait une équipe de personnes qui ne se connaissaient pas, sauf moi je connaissais Marie, mais c'est tout,
Et en fait, nous étions toutes avec un lien fort avec Arakaï, et Robert et Dominique. Et c'est vrai que voilà, ça a donné quelque chose de très harmonieux. Voilà, qui fonctionne très très bien. C'est vrai, c'est étonnant. Il y a une espèce de... Ce qui moi me saute aux yeux quand je vois l'exposition, c'est une forme de délicatesse que je trouve que je retrouve voilà, et dans l'accrochage et dans les boulots des unes et des autres. Et puis c'est vrai que ce mélange en même temps de styles très différents qui se complètent avec un accrochage sur des cimaises impeccables. Hein. Ici c'est super parce que tout est très très bien entretenu et proposé, donc ça fait vraiment des espaces qui sont très lumineux et qui permettent de mettre en valeur les boulots de chacune. Ouais, on a deux salles d'exposition, ce qu'on appelle la petite galerie et la grande galerie, et on a effectivement mélangé les œuvres des 4 artistes. Oui, voilà. C'était l'idée qu'il n'y ait pas, voilà, que pas tout le monde concentré dans la même, ou que ça circule entre nos boulots. Alors, toi, on va parler de ton travail aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse là. Donc là, on retrouve la gravure sur laquelle Robert avait complètement flashé à Saint-Sulpice, donc qui s'appelle Lamentation. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis, en fait, tu as continué dans cette veine. Il y a quelque chose qui évolue là. C'est vrai que Lamentation a correspondu à un tournant, je pense, dans mon travail, bien qu'on n'analyse pas forcément bien les choses, mais déjà il y a eu un changement de technique, puisqu'avec cette gravure-là, j'ai utilisé du bois et du lino, alors qu'avant je travaillais presque uniquement en aquatinte, en eau forte, donc plutôt le creux, alors que maintenant je travaille plutôt la surface, ou même le relief, et donc ça m'a emporté vers une autre expression. Et puis en ce moment, je sens bien que je suis en pleine recherche de changement par rapport à mon travail. Donc depuis Lamentation et le coup de pouce que m'a donné votre regard sur mon travail, l'immense coup de pouce, ça m'a donné un petit peu plus d'assurance et ça m'a, voilà, je me suis dit, allez, osons sortir de ce que je fais d'habitude et essayer de trouver une autre expression pour tout ce que j'ai dans la tête. On peut dire que c'est réussi. Justement, là, il y a 2 œuvres qui se répondent, là, qui sont, elles, donc des œuvres récentes. Oui, c'est vrai. Je les ai volontairement laissées sans cadre, parce que c'était pour moi la façon de montrer que c'était des œuvres de recherche, donc pas abouties mais non abouties en même temps, donc j'avais envie de les proposer encadrées mais juste avec un passe-partout et pas mettre de verre dessus. Voilà, et sinon effectivement c'est un dialogue qui s'est commencé à s'installer entre... ce sont des personnages qui émergent petit à petit. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est la façon dont les gens regardent et me commentent mon travail. Ils y voient beaucoup de choses, personne n'y voit les mêmes choses, mais c'est rigolo parce que manifestement ça inspire l'imagination. Ouais, on peut dire qu'il y a de la liberté, il y a du mouvement. Enfin, moi c'est ça qui est assez séduisant quand on les voit, c'est qu'elles nous emportent, quoi. Ah mais tant mieux, c'est tant mieux. Et c'est vrai que je dois dire aussi que la gravure sur bois et sur lino, il y a toute la trace du bois et du lino qui apparaît en ligne, en fait. Quand on grave, on en enlève, on enlève un maximum pour laisser le dessin en exergue, mais tout autour restent les traces de lino, les traces, on ne peut pas bien sûr supprimer toute la matière du reste de la plaque, et c'est pas du tout souhaitable, et ça crée une énergie et des chemins, c'est très, très intéressant. Comme pour tout ce qui est estampe, on a encore des surprises, quoi. À chaque fois on a des surprises avec le matériau, parce qu'il n'est pas neutre et du coup il se révèle à l'impression et il y a des choses qui apparaissent. Voilà. Et tu veux nous parler aussi de ces 2 œuvres-là qui sont là sur la droite? Les 2 petites œuvres, elles sont, il y en a une qui s'appelle Étoile et l'autre qui s'appelle Où, avec un point d'interrogation. Parce que en fait c'est comme une espèce de petit mouvement d'une forme qui est emportée dans l'espace, hein, et elle ne sait pas très bien vers où elle s'entraîne, elle va vite en fait. Elle va vite et elle est relativement figurative. C'est vrai que je suis quand même, comme beaucoup de monde, d'artistes habités par la poésie. et du coup, j'avais envie de parler à la fois peut-être de la lune,
mais aussi des anges. C'est quelque chose qui me... C'est un motif récurrent dans ma tête et maintenant dans mon travail. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais les anges ont une place. Et là, ils commencent à apparaître dans ma petite gravure, une de mes 2 petites gravures. Ouais, et d'ailleurs, la deuxième petite gravure, tu l'as reprise, elle s'appelle Merci mon ange, justement, celle là-bas. Ouais. Elle s'appelle Merci mon ange, parce que c'est un travail que je pense un peu abouti. Et du coup, c'était comme un petit stop sur image dans ma recherche. Et là, j'ai dit merci à mon ange de m'avoir emmené jusque-là. Voilà. Et donc, c'est vrai que Et puis, j'aborde la couleur de façon différente. Et de même que celle qui est tout au fond là-bas, qui ressemble un petit peu à une espèce de... C'est un groupe de personnes qui est comme une famille. Et elle s'appelle l'échappée parce qu'il y a plein de petits personnages qui s'échappent de cette famille et de ce groupe et qui, justement, c'est tout un ensemble de personnages qui circulent d'une gravure à l'autre. Et là-bas, ils sont en train de s'échapper de cette famille qui est toute resserrée, très soudée, et voilà, et ils s'en vont. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé, c'est en la regardant un peu plus que j'ai vu qu'en fait, j'avais pas vu toute la famille complète. J'ai trouvé, après, je me suis dit, ah, mais là, c'est peut-être une tête d'enfant aussi qu'elle tient dans ses bras. Enfin, petit à petit, j'ai vu se dessiner des personnages, des enfants que j'avais pas vu tout de suite, quoi. C'est ça, exactement. Il y a à la fois des personnages qui sont presque, enfin, oui, c'est des formes assez simples, hein, mais relativement figuratives, reconnaissables. Et puis ma petite troupe là, bleue, qui s'échappe et qui est toujours cette petite troupe qui se promène dans mes gravures et qui a quelque chose à me dire en tout cas. Hein. Donc je vais continuer avec elle. Ouais, voilà, peut-être en abordant un peu plus la couleur avec des encres. Puisque c'est vrai que là, je viens aussi de terminer un livre avec Martine Pastor qui a écrit les textes. Et je le présente là aussi pour la première fois. Et dans ce livre, il y a des textes très beaux, c'est des poésies en fait. Et moi, j'ai donc illustré, enfin, c'est pas illustré parce qu'on a fait ensemble le texte et les images. Et là aussi, il y a des personnages, il y a toute une histoire. Ouais. Et là, les 2 ivresses, c'est pareil, elles sont très colorées. Oui, elles sont très colorées. Ça, c'est justement les tout débuts de mon travail sur la lino. Avec la lino, c'est les 2 ivresses. J'en ai 3. J'ai décliné en 3 estampes. Elles sont chacune uniques, quoi. Voilà. Et du coup, je les en 5. Voilà, j'en ai fait 5 en tout. En changeant le fond, ma forme est toujours la même. C'est comme un oiseau qui prend son envol. Et puis le fond, c'est une recherche de couleurs et de superposition. Et c'est vrai qu'il y a aussi notre recherche, c'est le papier. Là, j'ai commencé à imprimer sur des papiers qui sont des papiers japonais, très fins, avec une fibre très chaleureuse. Et ça permet une impression manuelle parce que ça reçoit extrêmement bien l'encre. Et du coup, ça, c'est aussi un axe que je commence à travailler. Puisque jusque-là, je travaillais plutôt avec des papiers plus classiques parce que je passais mes matrices sous la presse. Donc il y avait une pression qui jouait son rôle pour imprimer l'estampe. Maintenant que je travaille sur des linos, sur du bois, j'ai moins besoin de pression, donc je peux me permettre d'imprimer à la main avec des papiers, des papiers nouveaux pour moi en tout cas. Et dans la deuxième salle, tu as exposé 2 œuvres qui sont un petit peu différentes. Oui, elles sont antérieures. C'est des œuvres qui correspondent à une résidence que j'ai faite à l'abbaye de Jumièges. Et donc il y a tout un ensemble d'estampes que j'ai fait à l'issue de cette résidence, que j'ai exposé là-bas. Et du coup, j'en ai apporté 2 parce que c'était aussi une autre facette. C'est un travail à l'aquatinte à l'eau forte, plus classique. Enfin, plus classique, j'en sais rien, mais en tout cas différent de ce que j'ai dans la petite galerie, et qui parle de la lumière sur les pierres, parce que là-bas, ce sont des ruines très ruinées, si je puis dire, mais qui sont saisissantes, parce que ce sont des espèces de pierres blanches qui se dressent, c'est comme un navire en fait, la ruine de Jumièges, et c'est au bord de la Seine, et c'est vraiment très saisissant, parce que c'est très puissant, il y a 2 tours, et puis des arches, voilà, et la lumière, c'est une pierre blanche, et la lumière joue très fort dessus. Et là, du coup, j'ai joué avec l'idée de la lumière et en même temps les heures des prières des moines, où il y a une lumière spécifique à chaque heure du jour ou de la nuit, au moment où ils se rassemblent pour prier. Donc, c'est vrai que j'avais
l'idée de mettre ça aussi. Voilà. Bah, c'est chouette. Bah, écoute, merci. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je peux rajouter que je suis très heureuse de cette exposition. Tout simplement, je suis très heureuse d'être avec Arakaï et les autres. Merci beaucoup, Sophie. Love me, see you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild as a wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. Wild as a wind. You touch me. I hear the sound of mandolins. You kiss me. With your kiss, my life begins. You spring to me, all things to me. Your light itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, wild as a wind, wild as a wind, wild is a Voilà, c'est Nina Simone, Wild is the Wind. C'est Sophie qui nous fait partager ses coups de cœur musicaux. On va continuer donc le retour sur cette exposition avec trois interviews, Marie-Christine Béguet, Juliette Planck et Alice Amoroso. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Voilà, donc tu fais partie de cette exposition qui s'intitule, tu fais partie de ces 4 graveuses qui montrent leur travail. Donc est-ce que toi tu présentes en gros 2 travaux un peu différents, tu peux nous en parler? J'ai apporté des gravures qui sont déjà faciles à emporter puisque je viens d'un petit peu loin des Cévennes. Et j'ai pris des petites gravures au burin qui sont les cadres encadrés d'un format 21-21 qui sont intitulés, c'est une série intitulée Un bruit de terre, qui fait référence à des dessins à l'encre que j'avais fait à la plume pour une édition de Poépsie
une maison d'édition qui publie des poèmes illustrés, enfin en rapport avec des illustrations d'artistes. Et ce poème, donc, qui s'appelle Un bruit de terre, a été écrit par Myriam Eck, une très belle écriture qui m'a inspirée pour faire ces dessins. Et donc j'ai décidé de faire des gravures à partir de cette série de dessins, où je laisse la place, une grande place à l'espace, au vide, avec pas forcément énormément de choses dessinées ou gravées. Alors nous, chez Arakaï, on avait déjà eu l'occasion de discuter avec toi, de faire une émission autour de ton travail. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis tout ce temps-là, on peut rappeler que tu travailles sur la ligne, sur le trait, et que ça, c'est un peu ce que tu retiens de la nature qui t'environne. Oui, mon travail est issu du paysage, puisque j'ai commencé à peindre en extérieur des paysages, et très rapidement s'est révélé l'intérêt des verticales, des horizontales, des contrastes clair-obscur, et donc ma peinture et ensuite ma gravure est issue de ça, ou aussi j'ai beaucoup passé de temps en Camargue, et toute l'horizontalité, l'eau, la transparence, ça m'intéresse, et j'essaie de l'exprimer de façon complètement abstraite, mais il y a toujours une origine figurative sur le paysage. Ouais, actuellement, donc, tu vis dans les Cévennes. Oui. Et la nature est importante dans les Cévennes. Mais mon travail maintenant a pris sa direction autonome, et je continue uniquement en travaillant sur le point, la ligne, et ces gravures sont souvent issues de dessins faits à l'encre, à la plume, sur des carnets. Et je pioche dedans des idées, ou alors une gravure va m'amener vers autre chose, parce que je suis limitée à quelque chose dans une gravure, et donc je vais exprimer ce qui m'arrive d'imaginer à cette occasion dans une autre gravure. Donc comme ça, les séries se suivent. Elles s'alimentent logiquement l'une l'autre. Voilà. Ouais. Et alors là, comme à partir de ce texte sur le bruit de terre, que tu as travaillé à partir du texte de Myriam, quoi. Oui, en dessin. Et donc mes gravures, je les ai intitulées. Donc maintenant, j'ai à peu près une série de 11 petites gravures qui viennent de ce texte. Et là, j'ai apporté aussi des grands formats. J'aime bien le contraste, donc passer du très petit au grand, et différentes formes de travail. Donc au lieu du burin sur les petits formats qui est très minutieux, je travaille avec une loupe. Je passe en xylogravure, c'est-à-dire gravure sur bois. Les matrices sont en bois, sont des lignes, et je passe à un format qui fait 70 sur 2,40 m, et qui me permet de travailler sur la répétition du même motif. Et donc de changer complètement de façon de m'exprimer, de pouvoir travailler en couleur, alors qu'au burin, sont des gravures en noir et blanc, et d'avoir une autre forme d'expression. Et effectivement, là, à la Vache Bleue, tes deux travaux différents seront exposés. Donc, ce que tu appelles donc ces kakémonos, qui sont faits à partir de gravures sur bois, qui sont dans des tons bleus, et qui sont imprimés sur un papier chinois ou japonais. Un papier très fin. Et d'ailleurs, Alice Amoroso, qui expose à la Vache Bleue, utilise le même papier, un papier qui vient de Chine, qui est destiné à la calligraphie, fabriqué à partir de feuilles de mûrier. La marque, c'est Wenzhou, parce que c'est fabriqué dans le village de Wenzhou, en Chine. Et c'est un papier très fin, qui fait 30 grammes au mètre carré, donc très très léger, très transparent, qui est très fragile quand il est mouillé, mais qui a quand même une certaine solidité, donc on peut tout à fait imprimer dessus. Et pour les kakémonos, je double mes impressions, je double les grands formats par le même papier, parce que ça devient très fragile sur un grand format. Et techniquement, comment est-ce que tu imprimes une pièce aussi grande ? J'ancre ma plaque au rouleau, elle est posée sur une table, et je pose mon papier dessus. Alors j'imprime en frottant par derrière sur le papier, avec un outil spécial qui me permet
de reporter la gravure sur le papier. Ensuite, je retire délicatement mon papier, je vais réancrer ma plaque et je vais déplacer mon papier de sorte qu'il y a un lien qui se fait entre la fin de la plaque et le début de la nouvelle. Donc voilà, ça me crée un motif qui est en continu, par exemple des lignes. Donc j'essaye quand je fabrique ma plaque de bois, la matrice, que une ligne démarrant par exemple à 5 cm du bord va pouvoir se balader dans la matrice, mais arriver au même endroit 5 cm du bord à l'autre bout, pour qu'il y ait un raccord qui se fasse le mieux possible entre le bas et le haut quand je fais la répétition. Et je m'amuse aussi à tourner ma matrice pour l'imprimer sur un autre format dans l'autre sens, donc les lignes sont horizontales au lieu d'être verticales. Comme ça, avec une seule matrice, je peux créer plusieurs gravures, plusieurs impressions très différentes. Et après, je peux aussi intervenir avec de l'encre liquide, donc d'autres couleurs qui va intervenir sur la gravure. Ou alors mélanger deux matrices sur le même papier. Ouais, donc là, effectivement, La Vache Bleue, ces deux œuvres, c'en est deux que tu as apportées, qui sont exposées. Tu en as peut-être d'autres en plus... Oui, j'en ai un certain nombre. Tu les avais exposées, je me souviens, aux Journées de l'Estampes, Place Saint-Sulpice, une année. Oui, une année, oui, j'en avais apporté. Et donc, une des deux impressions que j'ai apportées porte deux gravures ou trois gravures. Trois impressions différentes. Alors c'est vrai que pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai relu que tu avais une formation dans le textile. Moi, ça me fait penser un peu à l'impression sur textile, ce travail. Oui, j'ai été formée comme dessinatrice pour le design textile. Donc je faisais des maquettes dans les années 79, 75 pour l'impression pour la robe, l'habillement, le papier peint, la maison, le drap. Voilà, donc j'ai fait ça à Paris. Et j'ai fait ce métier quelques années, puis j'ai arrêté. Parce que dans ce métier, on doit répondre à la demande et les acheteurs, les industriels qui impriment les tissus demandent énormément de dessins de fleurs. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, je voulais plus dessiner de fleurs, j'ai arrêté. Et c'est un métier qui a pas mal chuté aussi quand il y a eu les baisses des productions de textiles dans les années 80. Il y a eu beaucoup de chutes là, de production, d'achat. Donc c'est un métier qui est devenu plus difficile à ces moments-là. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. Et entre la gravure et le textile, tu es passé un peu par la peinture aussi, quoi. Voilà. Après, donc, je me suis autorisée à peindre et en allant en extérieur. Et je voulais... ma mère m'avait appris la linogravure quand j'étais petite. Et l'encre, c'est très très beau, l'encre imprimée. C'est une encre un peu veloutée comme ça. Donc je voulais faire de la gravure parallèlement à la peinture et je me suis formée en 2017 mais en fait la gravure a remplacé la peinture parce que ça prend énormément de temps de faire une matrice, de l'imprimer, de retoucher. Donc la peinture, finalement, je n'avais plus le temps d'en faire, puis ça me suffit amplement. Oui, en plus maintenant ton travail de gravure est reconnu, tu exposes régulièrement, donc tu as trouvé vraiment ce qui te convenait le plus pour t'exprimer, quoi. Oui, ça me convient, quoique la peinture, peut-être que j'y reviendrai un jour, je ne sais pas. Mais pour exposer, il y a des réseaux beaucoup plus accessibles en gravure. Il y a un réseau important à Paris qui s'appelle Manifestamp, qui diffuse des appels à projets, des propositions d'exposés, de lieux d'exposition, des résidences. Et du coup, le lien se fait beaucoup plus facilement avec des collègues possibles. Voilà. Alors qu'en peinture, c'est difficile. J'avais beaucoup de mal à trouver des lieux intéressants pour exposer. Voilà, ça m'a été beaucoup plus facile en gravure d'avoir des contacts et de pouvoir progresser dans les expositions.
Et c'était un milieu très sympa. Ouais, je confirme. Merci Marie-Christine. Bonjour Juliette. Salut Dominique. Ouais. Écoute, on est ravis de te retrouver parmi les exposantes de cette exposition. On sait que ton travail est cher à Racaille depuis déjà de nombreuses années, puisque on s'est rencontrés sur le marché de la création à Bastille il y a presque 15 ans en fait. Tu étais encore à Montreuil à l'époque. Et ouais. On t'avait reçu dans notre émission en 2010. J'ai retrouvé une trace de cette émission-là. Voilà, aujourd'hui, tu habites Rochefort-sur-Mer, un nouvel environnement, et c'est un travail peut-être un peu différent aussi. Donc là, tu participes à cette exposition. Il y a 10 gravures que tu nous as expédiées qui sont accrochées. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là? Oui, je peux, oui. Déjà, vous dire aussi que moi, je suis super ravie de l'invitation à exposer avec Racaille, parce que c'est également une émission qui est chère à mon cœur, voilà. Et donc, alors oui, donc mon travail de gravure, le travail que je faisais il y a 10 ans, c'était surtout de la linogravure, et depuis que je suis arrivée en province, comme on dit en province, hein, Charente-Maritime, ça a évolué sur un travail plus relatif à la campagne, et aussi avec la découverte de la taille douce de cuisine, hein, le Tetra Pak. Voilà, donc ça s'est fait dans les années 2020, le début là, pendant les confinements, où il se trouve qu'on pouvait plus acheter de lino, j'en avais plus. Donc cette grande période de bonheur, il a fallu que j'exprime malgré tout, j'ai eu envie d'exprimer, donc j'ai ramassé, je savais que le Tetra Pak existait, donc j'ai commencé en fouillant les poubelles, à ramasser des briques de lait, à récupérer le carton, et à graver ça avec des petites pointes sèches pour faire mes premières tailles douces, parce qu'en fait je n'avais jamais fait de taille douce en fait. J'étais restée bloquée sur le lino et le bois. Je suis un peu monotâche moi. Ah ouais, je me souviens très bien de ton travail de l'époque. Ouais. Qui était un travail du coup plus épais, puisque le bois, bon, c'est la taille d'épingle, donc voilà, c'est le tampon, etc. Donc là, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus fin, de plus petit aussi, parce que le format brique de lait, c'est un petit format allongé, hein. On récupère pas grand chose sur une boîte de acheter, et donc je suis partie un peu plus en finesse. Alors ça a commencé par les vues, c'est ça que je montre, hein. Je montre une partie de la série, parce qu'il en reste plus beaucoup malheureusement. Enfin malheureusement, enfin, c'est bien, c'est parti. Des vues de Rochefort pendant le confinement. Donc c'est une série qui est autour de l'ombre, du thème de l'ombre. Alors ombre à la lune, ombre au volet, ombre aux fenêtres. C'est cette vie en confinement où on sortait la peur au ventre et l'autorisation à la main. C'est complètement délirant comme période. Et donc les gens étaient toujours derrière leur volet, ou volet fermé. Ça les ouvrait de temps en temps à 20h pour applaudir les valeureux soignants. Enfin, c'était une période vraiment incroyable. Et donc moi, j'ai raconté mon petit quartier, mes coins de rue, et c'était passionnant de se trouver aussi dans cette ambiance, parce que malgré tout, on ralentissait tout, on ralentissait le temps, on s'intéressait à des petites choses, à ce qui se passait vraiment tout près de chez nous. Beaucoup de gens se sont mis à dessiner à ce moment-là d'ailleurs, à dessiner ce qui se passait, ce qu'ils voyaient de leurs fenêtres, leurs petits bouts de cour, leur intérieur. Enfin, il y a plein de gens qui ont appris à dessiner pendant cette période. Moi, j'ai dessiné mon petit bout de quartier, mes rues. Voilà, avec ce graphisme toujours un peu raide là. Mais voilà, en cherchant vraiment avec un minimum de moyens toujours, hein, ça c'est ce que j'ai retenu de la taille d'épingle, un minimum de moyens graphiques pour dire voilà, l'ombre, la lumière, le trait, le plein, c'est tout. C'est un petit jeu, moi j'aime bien ce petit jeu d'économie de moyens poussé comme ça. Ouais. Et du coup, tu as fait un peu le deuil de la couleur que tu mettais sur tes linos. Oui. Alors j'ai fait des linos en couleur. Je continue d'ailleurs à en faire.
Sur le tétrapack, c'est plus compliqué la couleur. Oui. Oui, ça marche bien avec le noir et blanc, ce petit côté sombre, petit côté gravure, ça ressemble quand même beaucoup à une paille douce classique au final. Hein. Ouais. Mais là, sur ce que tu présentes, elles sont pas toutes sur tétrapack, hein, je crois. Tétrapack, il y en a une qui est sur Rénalon, c'est-à-dire sur plexiglas, hein, que je récupère des encadrements quand on achète des câbles. Oui, une qui est sur Rénalon, c'est un format un peu plus grand qui représente des maisons. Voilà, toujours au clair de lune. Enfin, qui s'appellent des maisons. Ce sont un petit hameau dans la campagne avec tout ce qu'on peut trouver dans une espèce de bout de ferme avec une remorque, une caravane, des choses qui traînent comme ça que je trouve toujours charmant, surtout sous la lune. Voilà. Donc, et les autres images sont des images vraiment de campagne, l'hiver, sur la route qui va de Rochefort à 20 km au sud. J'ai pris régulièrement ces dernières années, et donc l'hiver, les arbres, c'est de la dentelle noire sur fond plus clair. Il y a cette campagne, voilà que j'ai voulu exprimer parce que là je la traverse tout le temps en voiture. Bon, ok, je suis devenue automobiliste maintenant que je suis à la campagne, mais j'arrive quand même à m'arrêter pour dessiner ces petits bouquets d'arbres entre les grandes étendues agricoles. Voilà. Ouais, en fait, c'est ça, quoi. Tu pars avec un carnet de croquis, tu dessines et après tu retravailles chez toi, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin, je pars avec un carnet de croquis, je suis en voiture. Donc, l'exercice consiste à essayer de s'arrêter. Et c'est pas rien de s'arrêter quand on est en voiture, même dans la campagne. Ouais. En fait, ça fait partie ça fait partie de la vie d'automobiliste, de s'accrocher à son extension. Ouais. En tout cas, ce qui est bien là, c'est qu'effectivement, il y a ton travail sur l'urbain et sur cette place laissée au végétal, et c'est sympa d'avoir les deux aspects de ton environnement, quoi. Voilà, ouais. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que je montre et ce que je montrais avant aussi, c'est toujours mon environnement urbain, visuel. En fait, moi, je fais du paysage. Voilà. Je me rends compte que ça fait des années que je suis collée à ça. C'est un peu ce que j'ai choisi de faire au départ. Au départ, je voulais être... je voulais peindre ce que je voyais en sortant de chez moi. Je voulais dessiner, le peindre, maintenant je le grave. Et donc, ça reste vraiment le visuel de l'environnement de paysage. Voilà. Ouais. Écoute, maintenant c'est nos auditeurs de venir découvrir ton travail. Toi, tu seras présente donc seulement, je crois, le dimanche de fin d'exposition, c'est ça, hein? Oui, oui. Je viens à Paris et je serai là pour le finissage de 14 à 19h dimanche. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même très agréable de rencontrer les artistes des œuvres sur lesquelles on a un coup de cœur. Donc. Et les visiteurs, bien sûr. Tout à fait, exactement. C'est dans les deux sens. Je ne connais pas tous encore. Et là, effectivement, c'est dans un lieu qui est insolite, atypique, poétique, vraiment un lieu magnifique, des voûtes sous la petite ceinture, et le lieu incite à la rêverie devant les œuvres. Je crois que ça va être super. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci Juliette, à tout bientôt alors. À tout bientôt, à dimanche 29 en tout cas. Ok. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour Alice, on est ravis que tu participes à cette exposition organisée autour de l'équipe d'Aracaille, et là tu as apporté un travail qui est absolument incroyable, qui a une puissance extraordinaire, donc tu vas nous en parler, tu vas nous raconter tout ça. Déjà merci de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir de faire partie de cette exposition collective, et quand on m'a présenté de ce projet, quand tu me l'as présenté avec Sophie, je me suis dit que finalement ce qui racontait le mieux les échanges qu'on avait noués depuis plusieurs années avec Aracaille, c'était la question palestinienne, la question de sa mémoire, comment elle est traitée médiatiquement, comment elle est reçue ici. Et donc j'avais envie de présenter une pièce que j'ai faite pour mon diplôme de 5e année aux Arts décoratifs de Paris.
parce que parmi les pièces que j'ai réalisées pour ce diplôme, j'ai voulu former une sorte de chapelle pour la Palestine, avec 2 vitraux et une gravure qui est ici présente. Toutes ces œuvres sont issues d'un projet qui interroge la façon dont on traite l'actualité et dont on la reçoit. Nous aussi, en tant que spectateurs, visiteurs, regardeurs, regardeuses occidentales. Et donc dans cette chapelle pour la Palestine, je voulais représenter des figures militantes occidentales qui forment des figures de martyrs ou de saintes martyrs contemporaines et que paradoxalement on a complètement oublié. Et j'ai donc réalisé 2 vitraux qui parlent de ce même thème. Le premier sur Rachel Corrie, voilà la première figure féminine, représentée comme une sainte martyre, donc avec l'attribut de sa mort. Elle a le microphone dans sa main et dans l'autre main elle tient un bulldozer miniature. C'était la façon que j'ai recherché à utiliser pour retraduire dans mon diplôme toute cette iconographie occidentale dont on est très imprégné, mais en la détournant pour parler de l'actualité. Ouais. On peut rappeler brièvement, effectivement, que Rachel Corrie a été écrasée par un char israélien. Tout à fait. C'est la première militante de ce mouvement qui s'appelait International Solidarity Movement, où principalement des jeunes personnes occidentales, américaines, britanniques et autres, partaient dans les villages palestiniens menacés de destruction, et avec l'idée qu'on pouvait résister, non pas par la force et par la guerre, par les armes, mais simplement en ayant cette présence internationale et en rappelant que finalement ces destructions ne se faisaient pas sans conséquence, puisque dans toutes ces maisons qui ont été en train d'être détruites dans ces villages palestiniens, phénomène qui continue encore aujourd'hui, vivent énormément de personnes, etc. Et donc Rachel Corrie, la première à se poser par sa parole et qui a été écrasée par un bulldozer. Et les enquêtes ont confirmé qu'il s'agissait d'un bulldozer israélien. Et dans cette gravure, je voulais parler d'une deuxième figure dans ces mêmes années-là. Il s'agit de Tom Handal, qui lui était photographe britannique, décédé dans des conditions similaires, puisque tué par l'armée israélienne alors qu'il essayait de protéger 3 enfants qui avaient été tétanisés par l'arrivée dans le village de tanks et de l'armée. Et donc pour interroger la mémoire qui perdure, et plutôt qu'on a oublié de ces figures-là, qui sont des figures assez belles, puisqu'à cette époque-là, on croyait dans la force de cette présence non violente, dans le ramener la raison dans un conflit, rappeler que la vie, finalement la vie des populations, etc., et que ce discours, qui peut paraître aujourd'hui avec le recul très utopique, pouvait suffire à arrêter la violence et la barbarie. On peut rappeler brièvement, c'est 2003, je crois, Rachel Corrie, 2004... oui, Tom Handal, je crois que c'est même fin 2000... courant l'année 2003 aussi, parce qu'il est resté plusieurs mois dans le coma avant de décéder. C'est ça. Et donc moi j'ai repris dans cette gravure l'art funéraire et le principe de la dalle funéraire, en détournant cette iconographie du personnage mort avec un pourtour qui rappelle les conséquences de sa mort et les dates de ses vies et décès, qui normalement sont réservées à des personnalités prestigieuses qui ont marqué et dont on veut garder la trace. Et ce que je voulais faire, c'était interroger ce paradoxe, puisque ces figures, sauf dans les cercles militants, on les a globalement très oubliées, alors que pourtant elles ont porté un combat juste et de façon presque très, très utopiste et très innocente presque. Alors Rachel Corrie, je crois qu'il y a un film, c'est Pascal Bitton qui a fait un film qui s'appelle Rachel, justement. Mais effectivement, Tom Handal, moi j'ai fait sa connaissance grâce à toi. Ah oui, c'est vrai. Ça me touche que... Il a sorti il y a un livre qui est sorti avec ses photographies aussi parce qu'il était photographe. Et donc j'ai voulu le représenter comme on le ferait dans une stèle funéraire, avec ses attributs, donc sa casquette, parce qu'il portait toujours une casquette pour se protéger du soleil, l'appareil photo qui est caché parmi
les végétaux qui envahissent la figure et sont forcément des feuilles d'olivier. Et son gilet orange qui l'identifie. Son gilet orange qui l'identifie et qui faisait l'union avec Rachel Corrie. Et la troisième personnalité que je présentais, c'était bien plus tard, mais Shirin Abu Akleh. Dans un vitrail qui était éclaté. Parce que l'idée, c'était que le vitrail de Rachel Corrie était ensemble. Et ensuite, c'était comme si on avait tiré dedans et tiré dans la mémoire et qu'on faisait exploser l'image qui nous reste. Et donc, on retrouvait cette journaliste qui était américano-palestinienne, mais en morceaux, et comme si tout allait retomber au sol et qu'en fait on allait perdre son souvenir. Oui, alors Shirin, là c'est récent, hein, c'est il y a 2 ans peut-être déjà. Un petit peu plus, je crois que c'est un peu plus. Et elle était aussi clairement identifiée comme étant journaliste. Hein, oui, journaliste, et donc sur le vitrail, elle porte l'attribut aussi qu'elle avait au moment de sa mort, c'est plus un gilet orange, mais c'est un gilet de presse. Elle a son casque dans les bras et la balle qui l'a tuée. Et le procès de cet événement a aussi montré qu'il s'agissait d'une balle israélienne. Ouais. Alors là, du coup, tu as fait un travail qui est absolument remarquable et qui nous touche émotionnellement, parce qu'en fait, ta plaque est pratiquement en taille réelle. Quoi. Tout à fait. Elle mesure 1,80 m, donc c'est un petit peu plus petit, puisqu'avec le cadre, ça réduit la figure. Mais finalement, en perspective, quand on est devant, on a l'impression que c'est une taille réelle. Et pour moi, c'était important, parce que ça redonne une dimension humaine à des personnalités qui ont été médiatisées, qui deviennent des photos de presse, des vignettes sur des articles, etc. Mais je voulais leur redonner une place comme personne défunte, et interroger notre rapport aussi à ces gens qui ont donné leur vie pour ou malgré eux, mais pour une cause qui perdure et dans une situation qui finalement est presque inchangée maintenant. Ah bah même complètement, parce qu'en fait je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu que le sniper israélien qui lui avait tiré dessus avait quand même été condamné. Oui. Aujourd'hui il n'y aurait plus de condamnation. Oui, c'est terminé ça. Là tu as gravé donc cette plaque, tu nous disais que c'était un bois de peuplier, c'est ça? Oui, un peu par hasard je cherchais un bois épais, surtout pour moi ce qui était important c'était la matérialité de l'objet, parce que le tirage existe, mais de plus en plus dans mon travail je m'intéresse à la matrice et à la gravure comme objet. Et donc finalement, pour moi, la pièce la plus importante, c'est la plaque gravée. Le tirage existe, mais c'est la plaque. Et donc je voulais un bois épais qui puisse se graver. C'est un bois de peuplier. Et là, donc, on a présenté l'estampe justement au-dessus de ces stèles. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on voit ça, on a l'impression qu'il sort et qu'il continue de vivre, d'exister. Je ne sais pas si c'est à quoi tu as pensé quand tu l'as installé comme ça, mais vraiment, on a ce sentiment de dire, mais voilà, je suis encore là, quoi. Vous n'oublierez pas, quoi. Vous n'oublierez pas la cause, surtout. Oui, j'en suis contente. C'est imprimé sur un papier très fin. C'est ce qui lui donne aussi un côté peut-être plus volatile et plus aérien que des papiers de gravure plus épais, plus lourds, qui en imposent plus. C'est vrai qu'il y a un côté fragile un peu de cette estampe. Ouais, mais il y a la fragilité du matériel, mais il y a la force de ce que ça représente. Et vraiment, ça se combine à la perfection. Et tu nous disais justement que tu avais imprimé à la petite cuillère. Oui, l'impression a été un challenge, parce que donc 1,80 m, 80 cm, je crois, si je me rappelle bien, et en plus en 2 couleurs, puisque le gilet est vraiment orange, en une seule plaque. Normalement, la tradition voudrait que ce soit 2 plaques minimum, ou bien qu'il y ait une perforation, que ce soit découpé, réemboîté. Moi, je voulais vraiment que ça reste un bloc comme une dalle. Et donc, déjà, l'ancrage, ça a été ancré grâce à l'aide de Coraline Nadeau, qui est la technicienne en charge de l'atelier de gravure, chef d'atelier aux Arts décoratifs de Paris. Et on a trouvé un système avec un bouchon de vin coupé pour que ce soit vraiment tout petit, pris dans une espèce d'outil qui sert à mesurer, en fait, à reporter des distances. Et donc qui est fixe, on peut l'ouvrir et le refermer. Et donc on l'a refermé sur ce bouchon qu'on avait percé, tout petit, et on a ancré l'orange déjà avec ce micro-bouchon ridiculement petit, puis ancré le noir, et ensuite imprimé à la cuillère.
Donc tu disais 3 heures de travail, non plus. Oui, à 3. Et en plus de ça, il y a une difficulté supplémentaire qu'on ne voit pas, c'est le texte. Je voulais qu'il soit dans le bon sens sur le tirage et sur la plaque. Ouais. Or, il y a une inversion forcément. Et j'ai privilégié la plaque puisque je porte cet intérêt aux objets. Et donc, je l'ai gravé à l'endroit sur la plaque. Et ensuite, j'ai mis des caches pour pas qu'il s'imprime sur le tirage. Et sur la version papier, c'est de la sérigraphie. Ouais, justement, je vais te poser la question. Je me dis, mais pourquoi c'est pas inversé? Ouais. Et c'est une typographie que j'ai choisie aussi, enfin, dans le faire attention aussi au texte, etc., puisque c'est une typographie anglaise. Tom Morgan était anglais. C'est fait écho à l'épitaphe, etc. On ne peut que vous inviter à venir découvrir ce travail qui tire les larmes. Merci. Et on peut dire que tu as mis en plus quelques petites gravures, tu as rajouté quelque chose que si on veut connaître un peu plus ton travail. Bon, je pense que parmi les gens qui nous écoutaient, il y en a peut-être qui ont déjà eu l'occasion de venir voir ce que tu fais, puisqu'on a souvent parlé de toi, on aime beaucoup ce que tu fais. Mais voilà, il ne faut pas venir quoi. Merci. Ok, merci Alice. Voilà, c'est une chanson qui s'appelle Cavalerie du groupe Masrou Leila. C'est un groupe de rock alternatif libanais que nous propose Alice, et ça accompagne merveilleusement son travail, parce qu'il y a le clip que je mettrai en ligne où on voit justement des enfants qui se battent contre l'armée israélienne, le grand-père qui est embarqué, les oliviers qui sont coupés. Enfin, voilà, c'est tout à fait ce qu'on dénonce en permanence, quoi. Donc après avoir ce retour de chacune sur leur travail,
il faut venir découvrir le lieu, découvrir ce très très bel accrochage. Donc à partir de jeudi, de 14h à 20h, et il y a un pot de finissage dimanche à partir de 18h. Les expositions. Donc cette exposition entre à la Vache Bleue jusqu'à dimanche, 29 septembre. Sinon, la Fondation Taylor jusqu'au 28 septembre, Marie-Clémentine Marès, Coscoun et Jen Plançon présentent leur travail, donc les gravures de Marie-Clémentine. La galerie Kaléidoscope, une exposition intitulée Surréel jusqu'au 30 novembre. Thierry Loulet à la Galerie Estade, un accrochage qui a commencé donc à partir du 21 septembre. On rappelle Place des Vosges. On avait rencontré Thierry Loulet, son travail à cette galerie. On avait même rencontré Thierry Loulet lui-même. Voilà, donc c'est son travail. Toi, tu avais complètement adoré son boulot et c'est un homme très très généreux. Dans les nouvelles expositions, il y a Johanna Flatto, avec un vernissage ce jeudi 26 septembre à la galerie Claire Corsia. Johanna Flatto est une artiste polonaise et elle expose dans le cadre d'un mouvement pour la démocratie en Pologne. Et une exposition, si on veut rester dans la gravure, Maria Chilon, Le vent se lève, c'est à la galerie Schum-Bronstein. Donc c'est une exposition qui a commencé le 19 septembre, qui se prolonge jusqu'au 19 octobre, qui est une interruption pendant les vacances scolaires et qui reprend du 5 au 16 novembre, rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement à Paris. Le culturel de la semaine. Robert, le culturel de la semaine. On a regardé deux choses. Ensemble, on a regardé un documentaire sur le surréalisme. On a trouvé ça très enrichissant. Effectivement, c'est un peu fait bouger les lignes qu'on avait sur André Breton et le surréalisme. Et ça, c'était important. Moi, je pensais que c'était un chieur, mais en fait, c'est quelqu'un qui a porté à bout de bras ce mouvement jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il en crève, quoi. Parce que je pense que sa mort n'est pas indifférente à sa vie. Voilà, j'ai vraiment découvert, enfin nous deux, nous avons découvert un homme qui avait des convictions, ce qui est assez rare dans les milieux artistiques, et qui n'a jamais dérogé à ses convictions. Tout le monde l'a abandonné ou presque, même ses femmes, et il a jamais bougé de sa ligne. Voilà, il a jusqu'au bout défendu une conception de l'art totalement libre, créative, grâce à cette liberté. Et il y a tous les artistes de l'après-guerre, en quelque sorte, les Bretons, les gens comme ça, pas les Bretons. Non, mais il y a Massou, il y a toute depuis Dubuffet en passant par ce graveur génial là, dont je me souviens jamais du nom, voilà. Tas de poètes, d'écrivains, de plasticiens lui doivent leur carrière, leur réussite. Mais comme on sait que les artistes sont pas des gens, d'une manière générale, très reconnaissants de ceux qui les supportent, bon, ils ont tous lâché Breton, voilà. Ouais. C'est vrai que ce qui nous a marqué, c'est vraiment ces engagements, donc effectivement sur la peinture et ce que doit être l'art et qui peut être artiste, enfin que l'art appartient aussi à tous, bien sûr, et ces engagements anticoloniaux très forts. Très forts, voilà. Non, c'est quelqu'un. Moi, j'ai vu récemment un doc de 3 heures sur Léon Blum, et curieusement, ça me fait penser, enfin, je me dis que Breton, d'une certaine manière, avait cette force de Léon Blum, de conviction, de rectitude, de soif de justice. Voilà. Breton, c'était pas la danseuse que j'imaginais, tout le contraire, c'était quelqu'un, encore une fois, qui a permis d'ouvrir des portes nouvelles ou des fenêtres nouvelles à la création. Voilà. Et tous ces artistes qui étaient dans son entourage et qui l'ont, je répète encore une fois, lâché d'une manière assez ingrate, ont profité de ses engagements pour s'envoler et faire leur propre chemin dans la création. Et en général, ils n'ont pas manqué le train de la réussite.
Voilà. Et donc tu as regardé un doc hier de 3 heures sur Léon Blum. Voilà. Et là aussi, je suis resté sur le cul, si on peut dire ça comme ça. Et on peut le dire puisque je le dis. Ça, c'est une des leçons de Breton que j'ai retenues, qu'on peut tout dire, tout faire, tout entendre. Il n'y a pas de barrière infranchissable. Et Léon Blum, j'ai découvert un homme politique comme on aimerait qu'il y en ait beaucoup, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire un homme politique qui avait des convictions et une soif de justice inextinguible, qui tenait de sa maman, qui ne supportait pas l'injustice. Et ça l'a tellement marqué, enfant, que jusqu'à sa mort, il a agi comme pour faire plaisir à maman, quoi. Voilà. Et il a dit, maman, j'ai fait ça, j'ai fait ci, comme tu aurais aimé que je le fasse. Voilà. Un homme brillant, en plus, pendant une période de sa vie, dans sa jeunesse, on l'appelait un dandy. Voilà, très beau, très cultivé, normal sup et compagnie. Écrivain, poète et politicien, alors qu'il n'avait rien pour réussir dans ce domaine assez crapoteux, puisque je vous dis, c'était quelqu'un qui était tout sauf crapoteux. Ouais. Alors justement, moi je te posais la question parce que quand on pense à Blum, on pense à la guerre d'Espagne, et c'est là qu'on peut avoir quelques méfiances, et tu m'as dit qu'en fait il avait quand même soutenu les républicains espagnols. Oui, il les a soutenus en leur fournissant des avions d'ailleurs. La droite, Pétain et compagnie, quand ils sont venus au pouvoir, ils lui ont reproché d'avoir en quelque sorte affaibli l'armée française en fournissant des munitions, des avions, etc. à la République espagnole. Voilà. Non, ce qu'ils expliquent dans ce doc, et c'est très 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 clair, c'est que Blum était extrêmement sensible à la détresse des républicains espagnols, mais que dans la période trouble de ces années, où l'extrême droite était à l'affût de la moindre comment dire, chose qui leur plaise pas dans la politique de Blum, il n'y avait rien qui leur plaisait, mais il aurait pu y avoir la goutte qui fasse déborder le vase et qu'il y ait une guerre civile en France. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu s'engager ouvertement pour les républicains espagnols, mais les républicains espagnols n'ont jamais accusé Blum de les avoir lâchés, et parce qu'ils comprenaient qu'une France déchirée par une guerre civile ne pouvait pas vraiment les aider, quoi. Et quant au camp d'internement où on a parqué les réfugiés espagnols républicains, eh bien, Blum n'était plus là. Voilà, donc on ne peut pas non plus l'accuser. Mais si vous voulez, cette maladie, cette lèpre de l'antisémitisme complètement idiot, complètement con, méchant, bête et méchant, comme on disait quand on lisait Harakiri, voilà, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on n'oublie jamais que le Front National, nouveau Rassemblement National, qu'on n'oublie jamais que ce mouvement d'extrême droite est issu, enfin, a été créé par des gens qui ont massacré l'Europe, qui ont fait 6 millions, qui ont exterminé 6 millions d'êtres humains de confession juive européenne, voilà, qui ont rappelons-le, moi j'aime bien quand même le rappeler, les tziganes, les homosexuels, les communistes. Oui, aussi, bien sûr. Oui, tu as raison de le rappeler. Moi je crois qu'il faut le rappeler à chaque fois. Ouais, tout à fait. Une guerre qui a coûté 45 millions de vies humaines, quoi. Voilà, quand même. Il faut quand même remettre les choses dans les clous. Voilà. Et Léon Blum, qui a été toute sa vie politique attaqué justement par ces pourritures d'antisémites, en fait, ils savent très bien que ce qu'ils racontent sont des conneries, mais le peuple les gobe. Voilà. Et c'est toujours la même chose avec le Front National aujourd'hui, qui gobe, que le peuple gobe toutes ces conneries pour le mettre à ce point d'ancrage à l'Assemblée nationale. Enfin, bref. Voilà. J'ai été en quelque sorte bouleversé, et que cet homme, aujourd'hui, personne n'en parle. Personne. Il y a sa statue, un bronze de lui, en face de la mairie du 11e. Place Voltaire, qui s'appelle Place Léon Blum. Voilà. Et il y a quelques ruelles, si on veut dire ça comme ça, qui portent son nom, alors que
il devrait y avoir des écoles, il devrait y avoir des places, il devrait y avoir tant de... Voilà, non. Il y a quand même quelque chose là qui sent pas bon, quoi. On préfère faire des rues de maréchaux voilà. à la gomme, voilà. Tout ça, les maréchaux, on les oublie pas, effectivement, c'est beaucoup. Voilà. Et ça continue, c'est quand même tout ce qu'on dit, hein, sur l'effacement, hein. Oublier, ne pas parler de quelque chose, ne plus prononcer les mots, et c'est les oublier, c'est oublier, c'est oublier les gens, c'est oublier tout ce qu'il y a derrière, quoi. Mais on en oublie beaucoup, mais oublier un homme comme ça qui a été, on va pas revenir sur les congés payés, c'est tout là, mais qui a mené une politique pendant pas très longtemps, à peine un an et demi, pour le bien des gens. Parce que c'était vraiment son obsession, faire du bien aux gens, qu'ils puissent dormir tranquille, voilà. Et alors, moi je suis allée au cinéma, je suis allée voir le film Emilia Pérez. Au début j'avais hésité, c'est le dernier film de Jacques Audiard. Et en fait, j'ai plusieurs amis qui m'ont fortement conseillé d'y aller. Donc, j'ai dit, bah voilà, il jouait hier matin au Méliès à 11h, j'y suis allée. Et en fait, j'ai pas été déçue. C'est un très, très beau film avec beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est superbement joué. D'ailleurs, je crois que les actrices ont eu des prix au Festival de Cannes. C'est l'histoire d'une avocate qui est dans des milieux... qui est dans un gros cabinet d'avocats, qui blanchit des criminels, donc en fait elle a un boulot qui lui convient pas, et elle va avoir l'opportunité par un grand chef de cartel, Manitas, qui veut lui se retirer des affaires et qui a toujours rêvé d'être une femme. Donc en fait il va la payer fortement avec des millions pour qu'elle trouve quel chirurgien pourra le transformer en femme. Donc voilà, le film va tourner autour de ça, et il y aura plusieurs histoires qui vont aller avec. C'est-à-dire que on va aussi parler ça se passe au Mexique, hein, de tous ces disparus suite au cartel de la drogue qu'il y a au Mexique, et toutes les interrogations sur cet homme qui est transformé en femme, qu'est-ce que ça provoque, comment il se sent, comment il va pouvoir gérer parce que la vie, parce qu'il avait une femme et des enfants qu'il fait envoyer en Suisse il se fait passer pour mort, parce qu'il veut quand même complètement revivre en Emilia Pérez. Et c'est un film qui est bouleversant, qui questionne énormément. Et en même temps, c'est un film avec de la comédie musicale. Moi, j'adore quand il y a de la musique, il y a des chorégraphies. Je trouve que là, il a réalisé quand même un petit bijou de cinéma. Ça dure 2h10 et je ne me suis pas ennuyée une minute. C'est quand même un très très bon film. Et du coup, dans le coup, à la semaine prochaine, les copines et les copains, et on se finit avec Mélisbeth Fabi. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, dans nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise,
disent faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage de nos terres et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sous l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.